La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. Hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Business Club de l'Ouest exceptionnel depuis l'atrium de la Banque Populaire Grand Ouest. Le monde change et il change vite. Nous vivons une époque de bascule, retour de la guerre en Europe, montée en puissance de la Chine, une réelle incertitude américaine, recomposition au Moyen-Orient. Alors que les équilibres hérités de la guerre froide s'effacent, eh bien une nouvelle géopolitique se dessine actuellement sous nos yeux, faite de fractures, mais également de rivalités. Dans ce monde en mouvement, avons-nous encore la capacité de peser, de décider, également d'exister politiquement, militairement, mais encore économiquement? Toutes ces questions, nous allons les poser durant une heure à notre invité qui connaît parfaitement les coulisses du pouvoir, mais également les réalités du monde. Avec Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et ancien ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous allons tenter de comprendre ce basculement du monde. Je vous demande d'accueillir, Monsieur le ministre, Jean-Yves Le Drian. Grand merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez venu il y a 3 ans. Nous avions parlé de ce conflit en Ukraine. On va essayer de bien baliser en 2 temps cet échange. Nous parlerons de la géopolitique mondiale avec ses fractures, ses menaces et ses recompositions. Merci aux 3 chroniqueurs présents. Benoît Cattel, vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Maître Hélène Lodic-Baron, vice-présidente du Conseil national des barreaux. Et merci à vous, Xavier Migeot, délégué général du MEDEF 35. Vous avez souhaité, Jean-Yves Le Drian, parler du basculement du monde. Pour quelle raison? Parce que je pense que c'est le mot qui convient le mieux pour décrire la situation. On évoque souvent, les commentateurs, voire des auteurs de livres de géopolitique, le désordre du monde. C'est vrai. Le désordre parce que il n'y a plus tellement de points de repère. Mais ça va au-delà. Certains disent le monde est en voie de brutalisation, c'est vrai. Avec la guerre en Europe, avec la guerre au Moyen-Orient, avec le maintien, on l'oublie, peut-être qu'on en reparlera pendant l'émission, mais il ne faut pas l'oublier, du terrorisme, parce que comme par hasard, on n'en parle plus, mais il est toujours sous-jacent et en capacité de rebondir. Mais je pense qu'au-delà de la brutalisation du désordre, il s'agit d'un basculement. C'est-à-dire qu'on change d'air. Accent grave. Qu'on change d'air géopolitique, géographique, historique. Mais on plonge dans l'inconnu. Nous sommes dans un basculement vers l'inconnu et il ne sert à rien de se repositionner par rapport au passé parce qu'il n'existe plus. Ce n'est plus la règle. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut considérer que ce basculement est d'abord une rupture. C'est une rupture avec les fondamentaux qui ont organisé la vie de la planète, de l'humanité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a, à ce moment-là, j'allais dire, rappelez-vous peut-être que, en tout cas, vous avez appris dans les livres, et on l'a vécu ensemble depuis 1945, 47, 49. Cette période est marquée par la volonté d'une communauté internationale qui respecte un droit international, y compris un droit de la guerre. C'est marqué par des principes, selon la Charte des Nations Unies, qui dit un pays égale une voix. Les frontières sont intangibles. Quand il y a des différends, on les règle de manière pacifique. C'est surtout ça qu'on a vécu jusqu'à présent. Alors, c'est vrai que pendant la période de la guerre froide, c'était pas facile, mais ça régulait quand même.
Il y avait un Conseil de sécurité qui existe toujours, qui représentait les différentes parties du monde, qui essayait de sortir des crises. Cette période n'a pas été toujours simple. Il y a eu la crise de Cuba, il y a eu la crise des missiles en 1983-84, mais globalement, ça tenait à peu près. Et puis ça s'est accéléré de manière positive, et c'est pour ça que la rupture est encore plus brutale, après la chute du mur de Berlin. Puisque là, alors, c'était la mondialisation heureuse. Il y a eu une forme d'accélération considérable sur les bases de 1945-49. Je dis c'est 45-49 parce que 49 c'est la création de l'Alliance Atlantique. Mais une accélération très positive, à tel point, il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici, qu'on est allé à l'aboutissement total de cette logique de mondialisation en reconnaissant la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce. Venez dans l'OMC avec une espèce de conviction. Alors, je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait, hein, mais on l'a fait, 2001. C'est l'époque de l'enthousiasme. Sous l'hégémonie américaine, néanmoins. Il faut le rappeler. Oui, sous l'hégémonie américaine, au sens où, à ce moment-là, on dit mondialisation heureuse et superpuissance, hyperpuissance américaine, en tout cas qui est censée garantir, finalement, en dernier ressort, la sécurité du monde. Cette phase-là, j'anticipe un petit peu sur ce qu'on verra en deuxième partie, mais pour bien comprendre, elle est favorable à l'Europe. L'accélération qui se passe après la chute du mur de Berlin et après la disparition de l'Union soviétique en 1991. Elle est favorable à l'Europe parce que les pays veulent rentrer dans l'Union européenne, ils y rentrent. Parce que l'Europe est considérée comme une référence de la démocratie, de ce qu'on essaye de vivre ensemble globalement, et qu'on pense que cet esprit démocratique-là va aussi se développer, permettre à la Chine d'accéder à ces valeurs-là qu'on considère comme les valeurs universelles. Et puis patatras, c'est plus le cas. Je mets la rupture, moi, entre 2008 et 2012-13, la crise des subprimes et le refus d'Obama d'intervenir en Syrie. C'est deux moments importants, je ne vais pas commenter là-dessus, ce serait trop long, mais il y a rupture. Il y a rupture parce qu'il y a un autre monde qui est en train d'essayer d'apparaître, c'est le monde des empires. Et nous sommes toujours dans cette phase-là, nous sommes dans une phase de résurgence des empires. Comme si nous étions revenus au XIXe siècle. La Russie veut retrouver son espace impérial, qui était l'espace de l'Union soviétique et peut-être même d'ailleurs de la Russie tsariste. Et je pense que tout le monde a remarqué, mais il faut relever cet exemple-là, cette image-là. Rappelez-vous, il y a quelques jours, lors du sommet d'Anchorage, comment mon ex-collègue Lavrov s'est présenté aux télévisions en Alaska, avec un t-shirt, généralement il met toujours une cravate, mais là il a mis un t-shirt avec URSS. Tout était là. Mais il n'y a pas que l'Empire russe, il y a aussi l'Empire chinois. Même revendication, Taïwan, mais pas uniquement Taïwan, la mer de Chine méridionale, mais aussi des flux d'organisation, des pays voisins qui soient des vassaux, bref, tout ce système-là se met en place. On reviendra sûrement dans la conversation sur ce qui s'est passé à Taïjin et à Pékin les jours derniers. Puis des plus petits. Le père Erdogan, là, se verrait bien retrouver quelques réminiscences de l'Empire ottoman, on va chatouiller un peu les îles grecques, on fait de la revendication sur la Méditerranée. Et puis l'Iran, qui finalement a la nostalgie de la Perse antique et qui voudrait, par l'acquisition de l'arme atomique, se donner une puissance nouvelle dans l'ensemble de cette région. Je pourrais continuer, mais il y a aussi maintenant les États-Unis. Les États-Unis sont rentrés dans cette logique d'empire. Je peux décliner pour vous rappeler. Première demande, je veux le Groenland. Je transforme le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Je demande des comptes au Venezuela, y compris même en envoyant une partie de ma flotte devant ses côtes. Bref, on va retrouver l'esprit
du continentalisme américain, qui est une philosophie qui existait au XIXe siècle, et le président Trump a repris complètement ça à son compte. Donc, l'organisation d'empire, nous sommes revenus au XIXe, mais l'économie, c'est l'économie du XXIe siècle. Et c'est un point de contradiction majeur qui va entraîner beaucoup de complications. Je ne suis d'ailleurs pas certain que dans la philosophie du président Trump, cette distorsion entre l'économie du XXIe siècle et les fondamentaux qu'il revendique du XIXe soit bien perçus dans leur contradiction. Mais ce qui change beaucoup pour tout le monde dans le domaine économique, en particulier, c'est que nous sortons d'une vingtaine d'années, même d'avant d'ailleurs, c'était comme cela, où l'espace géopolitique et l'espace géoéconomique étaient quasiment fusionnés. C'était le même espace, globalement, avec des divergences, mais globalement c'est ça. C'est plus le cas. Je sens d'ailleurs, je suis très libre, ce soir je ne suis plus au gouvernement, donc je peux dire tout ce que je pense sans problème, sans arrêt-pensée. Je pense qu'il y a une tendance aussi de ce type chez Netanyahou. Cette logique impériale. On n'est pas uniquement sur Gaza, on va attaquer les Houthis, on va attaquer au Liban, on va attaquer l'Iran, peut-être qu'on a raison, mais enfin bon, on va en reparler, je pense, de l'Iran. On attaque en Syrie. Bon, tout cela, c'est un état d'esprit. Je gère ma zone. Chacun gère son zone. J'ai un dernier point sur ce thème du basculement qui m'est venu à l'esprit. Je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais je le dis ici. Néanmoins, lorsque j'ai lu les comptes rendus de Tianjin, cette conférence organisée par Xi Jinping, où s'est retrouvé l'Indien, pas uniquement, il y avait une vingtaine de pays, et suivi 2 jours après du défilé militaire sur la place Tiananmen. Il annonce qu'il veut refonder un ordre nouveau, il le dit, un ordre juste et stable, il le dit. Et il le dit après le défilé militaire. Et je disais en commençant mon propos que cet ordre que nous avons vécu était un ordre issu de la dernière guerre mondiale. Il inverse la logique en s'accaparant, comme on dit aujourd'hui, le narratif, l'histoire, à partir de la Seconde Guerre mondiale. Figurez-vous que les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, c'est les Russes et nous. Puisque je fête le 80e anniversaire de ma victoire contre le Japon, en présence de Poutine, qui, quelques jours avant, avait fêté sur la place Rouge l'anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Les vainqueurs de la guerre, c'est nous. Et donc, ça nous justifie de redéfinir un nouvel ordre mondial basé sur ce qu'on appelle le revisionnisme territorial. Bref, tout ce que je vous dis n'est pas très stimulant ni rafraîchissant, mais c'est comme ça que je perçois, pour ma part, les choses. Voilà, c'est le retour des régimes. On a bien compris ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on s'était rencontrés juste après le déclenchement de cette guerre en Ukraine. Et vous aviez tout de suite dit, oh, c'est pas une question de jours ni de mois, ce sera une question d'années. Et on retient un peu notre souffle lorsque l'on voit aussi ces drones qui sont passés dans le territoire polonais. Question, Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Grand merci d'abord pour votre présence, Monsieur le Ministre. Grand merci pour votre analyse, parce qu'en 10 minutes, vous nous dressez un portrait de ce bouleversement dans lequel nous sommes amenés à essayer de trouver une voie. Sans parler de l'Europe à ce stade, puisque nous y reviendrons, dans les puissances que vous évoquez aujourd'hui, donc ces nouveaux empires, quelles sont pour vous les forces respectives en présence? Qu'est-ce qui va compter, j'allais dire, dans la capacité à déployer ces énergies, que ce soit de la Chine, de la Russie, ou d'autres nouveaux empires, l'empire américain du Nord, tel que vous pouvez essayer de le cartographier? Évidemment, question compliquée à traiter en quelques minutes. D'abord, peut-être d'abord sur la Chine, ce qui n'est pas facile à bien tout comprendre. D'abord au niveau économique, la Chine n'est plus l'usine du monde, elle est devenue la puissance technologique du monde.
ce n'est plus du tout la même chose. Avec une forme d'accélération considérable sur les nouvelles technologies, en sachant qu'il peut y avoir d'ailleurs à cet égard un petit aspect négatif, c'est que de plus en plus, les acteurs, y compris d'ailleurs les Chinois, investissent en dehors de la Chine la partie économique qui faisait appel à de la main-d'œuvre bon marché pour prendre une expression un peu triviale. L'équilibre de la Chine, il repose sur une espèce de compromis entre un parti communiste qui s'est d'ailleurs considérablement renforcé dans son action depuis l'arrivée de Xi Jinping en 2012, et le fait que la plus grande partie de la population s'enrichit et a un avenir. Et donc ce compromis-là, j'échange le Parti communiste contre la quasi-certitude d'une progression de ma propre richesse, j'échange aussi ma propre autonomie, j'accepte le côté un peu autoritaire dans la mesure où j'ai un projet de vie et puis que je vois que ma vie s'améliore et que voilà, il y a ce compromis-là qui existe et qui tient avec une accélération profonde du rôle et du poids du Parti communiste, y compris dans les entreprises, y compris dans les entreprises occidentales qui sont investies là-bas. Cette logique-là s'accompagne d'un discours comme quoi la Chine sera la première puissance mondiale en 2049. Pourquoi 2049, 100 ans après la création du Parti communiste chinois. Est-ce qu'ils vont y arriver? Pour l'instant, ils en prennent le chemin. Ils ont des fragilités, j'en ai cité une, mais je peux en citer d'autres. La fragilité démographique, la politique de l'enfant unique, de préférence du garçon unique, a eu des effets complètement délétères. Ils vont perdre 50 millions ou 100 millions d'habitants d'ici 2050. 100 millions. C'est énorme. Et c'est cumulatif, évidemment. Il y a cette inquiétude-là. Il y a l'inquiétude du pouvoir d'achat aujourd'hui, la crise immobilière qui sert aussi de capitalisation pour les retraites. Donc ça peut provoquer quelques distorsions, mais globalement le pays est bien tenu, si je peux utiliser l'expression. Et cette logique-là se poursuit de manière significative. Je rajoute un dernier point, peut-être qu'on y reviendra. La Chine est en train de s'armer de manière très significative. Ils sont en train de construire leur 4e porte-avions. Ils ont 8 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, on a nous 4, et c'est pas fini. L'objectif étant surtout de renforcer la marine, puisque quand vous regardez la carte, il faut toujours regarder les cartes quand on fait de la géopolitique, la Chine est un peu enclavée d'une certaine manière, donc elle a besoin d'une marine pour assurer sa protection de l'ensemble, la sécurité de l'ensemble de sa zone. Bref, il s'organise militairement comme ça, et ça m'a pour ma part inquiété de voir l'ampleur du défilé sur Tiananmen l'autre jour. C'était un acte lourd. Il faut relier Tianjin, la réunion 2 jours avant, où il y avait une vingtaine ou une trentaine de pays dits du Sud global, dont l'Inde, qui n'était pas présent au défilé militaire, évidemment. Mais au défilé militaire, il y avait quand même de grands démocrates, le président de l'Iran, le président Poutine et le président Kim Jong-un. Donc, ça faisait un peu drôle. Pour l'ordre juste. Pour l'ordre juste. Donc, voilà quelle appréciation de la Chine. Il y a un point qui est caduc déjà là, dans ce double événement, c'est le fait que la stratégie du Kissinger à l'envers qu'a essayé de déployer Donald Trump ne marche pas. Ça veut dire quoi, Kissinger à l'envers? Rappelez-vous, en 1971, Nixon va à Pékin pour s'allier la Chine contre l'Union soviétique. Et ça marche. Et la logique de Trump a été d'essayer de s'apprivoiser Poutine pour ensuite pouvoir
avoir cette conflictualité potentielle, qui n'est pas aujourd'hui militaire et heureusement, avec la Chine, ça ne marche pas. L'exemple de ces deux événements dont je parlais tout à l'heure est très caractéristique. Et puis en plus, Xi Jinping a pris le leadership là, manifestement. Je suis un peu long, je suis désolé, sur la Chine, sur la Russie, et puis je terminerai sur les États-Unis. Sur la Russie, Poutine ne bougera pas d'un millimètre. Je suis venu ici il y a 3 ans. C'était juste après l'agression de la Russie en Ukraine. Et j'avais dit les 4, tant que je me souvienne, les 4 revendications de Poutine ont été affichées. Il les avait redit lorsque le président Macron était allé à Moscou, rappelez-vous la scène de la grande table. Il les redit régulièrement, il n'en bougera pas. Ça veut dire démilitarisation de l'Ukraine, annexion, changement de régime et non-adhésion à l'OTAN. Il appelle ça les principes fondamentaux, ou alors les causes essentielles. Quand vous voyez des communiqués concernant une négociation qui va venir, il va y avoir une négociation, on en a parlé à Anchorage, oui, mais quand on aura réglé les 4 points fondamentaux, quand on aura réglé les raisons essentielles de la crise. Oui, mais quand les sujets fondamentaux auront été mis sur la table. C'est toujours les mêmes formules, donc ça ne bougera pas. Et on en a, à mon avis, pour un certain temps. J'avais dit ça il y a 3 ans, je maintiens. Il nous reste 6 minutes dans cette première partie. Questions et réponses rapides. Maître Hélène Ledic-Baron. Je vous écoute et le droit international aujourd'hui, les grands traités internationaux ne sont plus véritablement respectés par les uns et les autres. On a plus l'impression qu'on est dans le droit économique qui est plus fait pour maltraiter son partenaire. Est-ce qu'on peut dire que le droit international et l'état de droit international aujourd'hui est quelque chose qui est à bout de souffle et comment, le cas échéant, le réinventer ? Les grands acteurs, alors le plus curieux dans tout cela, c'est que ce sont les Chinois qui, dans le discours, mais aussi dans la pratique, disent qu'il faut respecter le droit international. Y compris d'ailleurs dans les déclarations de Xi Jinping dont j'en parlais tout à l'heure, il parle du nécessaire retour, j'ai plus les phrases exactes, sur le nécessaire multilatéralisme. C'est une formule comme cela. Sur le reste, et Poutine et Trump, je crois, et Netanyahou, et l'ensemble des autoritaires, si j'ose dire, s'assoient dessus. Parfois même avec délectation. Je voudrais vous faire une remarque aussi par rapport à cette question, parce que je trouve que c'est une constante qui peut être grave pour la suite, c'est basculement dans l'inconnu. Pendant longtemps, on a cru que la porosité grâce au commerce allait amener des modifications internes à la Chine, plus de souplesse, plus d'ouverture, etc. Pour que, comment on appelle le capitalisme d'État chinois, le capitalisme patriotique d'État, je le résume comme ça, puisse commencer à se fissurer un petit peu et à rendre plus de liberté. Et je constate là aussi que c'est en Amérique que le modèle chinois est en train de se répandre. Parce que quand on analyse bien l'action du président Trump dans cette espèce de nationalisme américain, c'est une forme de capitalisme d'État patriotique qui est en train de se mettre en œuvre. La preuve, les tarifs. On en parlera sûrement pour l'Europe après. La preuve, les tarifs. Donc c'est l'inverse qui se produit d'une certaine manière. Le modèle populiste aux États-Unis est en train d'être hérité d'une certaine conception de l'État diffusée en Chine. C'est grave ce que je vous dis, hein, mais réfléchissez-y, ça fait partie de mes propres réflexions. Mais je me demande, quand je vois qu'on fait intervenir l'armée à la place de la police fédérale, quand je vois qu'on supprime les distinctions entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qu'on fait sortir des membres de la Banque centrale de la Fed
comme cela, quand je vois comment on met au pas les universités pour qu'elles soient dans la ligne idéologique, etc. Et tout le débat qu'il y a là sur Kirk, que vous avez dû suivre dans la presse. Bref, ça me donne cette impression-là. J'espère que je me trompe. Pour refermer cette première partie sur la géopolitique mondiale, ses fractures, ses menaces, mais également ses recompositions, une question de Xavier Migeot, délégué général du MEDEF 35. Xavier. Dans le cadre de ce basculement du monde, vous avez œuvré pour la diplomatie économique. On voit que l'économie peut être aussi extrêmement brutale dans les mains de certains dirigeants actuellement. Quelle place pensez-vous qu'il reste justement pour cette diplomatie économique ? J'ai dit ça un petit peu tout à l'heure, mais je vais peut-être repréciser ma pensée. Pendant toute une période, géopolitique et géoéconomique étaient dans le même espace. Donc ça se déroulait plutôt bien. Et là, maintenant, nous sommes dans la fragmentation. Donc il va y avoir des ensembles économiques spécifiques qui vont fonctionner ensemble. C'est-à-dire la chaîne de valeur qui s'était mondialisée, ce que le président Trump n'avait pas perçu au départ. Et quand il a voulu mettre des gros droits de douane aux Chinois, il y a eu l'effet boomerang immédiat. Mais aujourd'hui, progressivement, on va vers une régionalisation du libre-échange. Ce qui d'ailleurs devrait nous-mêmes nous interpeller. Peut-être qu'on en parlera dans la partie européenne. Mais une des réponses de l'Europe face à cette guerre des tarifs, c'est de rechercher d'autres accords ailleurs. Pour ça, quand je dis le basculement du monde vers l'inconnu, il ne faut plus se référer au passé, il faut imaginer d'autres choses. Donc, moi, je suis plutôt pour l'accord sur le Mercosur, par exemple. Surtout qu'il a été modifié. Parce que vous savez comme moi que le Brésil a 50% de droits de douane. Et que si on passe un accord avec le Mercosur, pour l'activité économique européenne, même s'il faut être vigilant sur 2 ou 3 points, en particulier sur la viande bovine, mais sur le reste, j'allais dire, c'est tout bénef. Donc essayons d'avoir des initiatives de ce type-là, mais on est déjà dans la partie européenne, pour être présent sur cette espèce de régionalisation des échanges qui va se mettre en œuvre inévitablement tant que les empires se poursuivront de cette manière avec des zones d'influence des uns et des autres. Merci en tout cas pour cette première partie sur la géopolitique. Grand merci à vous, maître Hélène Lodic-Baron. Merci Xavier Migeot. Je vais demander à présent à Laure Quatrebeu, vice-présidente à l'université de Rennes, mais également à Hugues Mély, le président fondateur de NIJI, de venir nous rejoindre pour envisager cette deuxième partie et l'Europe dans tout ça. Une réponse peut être très rapide. L'Occident continue d'affirmer son soutien à l'Ukraine, mais ce soutien est-il possible et durable et soutenable publiquement avec un aspect très militaire qui va peut-être bénéficier d'une certaine érosion dans le temps face à l'usure des opinions, mais également face aux prochaines élections et aux États-Unis et en Europe? C'est notre sécurité qui est en jeu. Par rapport à tout ce que j'ai dit et par rapport à tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on sait sur les intentions de la Russie sur la longue durée. Donc si notre sécurité est en jeu, on ne mégote pas. Je pense pour ma part que l'Ukraine a déjà gagné d'une certaine manière. Rappelons-nous, au moment de l'agression, l'image qu'avait l'armée russe. Comment chacun disait, mais ils vont tenir une semaine. J'ai dit ça, moi, à mon président, à ce moment-là. Ça dure 15 jours. On avait complètement sous-estimé la résilience du peuple ukrainien. Et on avait surestimé la force de l'armée russe. Nous, quand je dis nous, c'est nos services de renseignement, tout le monde. Il n'y avait pas que nous qui pensions ça, les Américains aussi. Et à l'époque, ce n'était pas Trump. Et donc, il y a une forte capacité de résilience et de combat et de courage des Ukrainiens. Quand je compare la carte de la situation de l'Ukraine en 2022 et par rapport à aujourd'hui,
qu'est-ce que celle qui était une des meilleures armées du monde, réputée comme telle, a gagné en 3 ans? Presque rien. Presque rien, parce que la partie du Donbass était déjà occupée en fait par des relais russes. Donc la progression a été très lente. Et pour avoir cette progression lente, il a fallu en plus faire appel à des Coréens. Bref, l'armée russe n'est pas celle que l'on croyait. Elle s'est certainement renforcée depuis, mais quand on met en face de l'armée russe, on arrive à la défense européenne par votre biais. Les capacités militaires françaises, allemandes. L'Allemagne a beaucoup bougé là. Je voudrais qu'on puisse en reparler tout à l'heure. L'Allemagne a beaucoup bougé. L'Allemagne, la Pologne, la Grande-Bretagne. Quand le monde bascule, là aussi, ça bouge beaucoup. En mois de juillet dernier, Starmer et le président de la République ont signé un accord de complémentarité nucléaire. C'est pas rien. Avec les Anglais qui nous ont fait les coups que vous connaissez en 2016. Bref, ça va mieux. On met les 4, ne serait-ce que ces 4-là, en soutien de l'Ukraine face à une armée russe potentielle, ça va, hein, ça va. À condition que l'on sache s'organiser entre nous, rendre opérables nos équipements et nos capacités d'intervention, et qu'on soit dissuasif et pas agressif. Donc je pense qu'on est en situation de tenir le soutien à l'Ukraine, à la fois militairement et financièrement, y compris si les États-Unis ont une certaine méfiance sur le sujet. Les Européens sont devenus les premiers donateurs, là, depuis peu de temps, mais ils le sont, financiers à l'égard de l'Ukraine, les premiers donateurs en termes d'armement. Et puis, par ailleurs, il faudra compléter s'il y avait une absence de présence américaine, tout ce qui concerne le renseignement, le satellitaire et la défense aérienne. Mais à la limite, on peut tenir. Je pense qu'on peut tenir. Il faut qu'on tienne. C'est indispensable. Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas de fatigue dans l'opinion publique française ni européenne, parce que chacun a senti qu'il y avait des risques pour notre propre sécurité et pour notre avenir. Dans le basculement du monde, il faut commencer par se défendre soi-même. Et là, je pense qu'il faut garder cette logique-là. Ça durera. Je crains malheureusement que la fin de l'histoire soit une situation de type chypriote coréen. Hein. Tout le monde est fatigué, on arrête à un endroit. Pour l'instant, Poutine est dans la longue durée. Et la longue durée pour lui, c'est qu'il est président jusqu'en 2036. Donc, il a de quoi va venir. Et ça n'empêche pas peut-être d'être candidat en 2036. Mais voilà. L'urgence du temps long. Benoît Cattel. Puisqu'on aborde dans l'explication séduisante des empires que vous nous proposez, il y a en gros 2 continents qui ne sont pas trop abordés. Bon, l'Afrique, mais le temps ne nous permet peut-être pas de le faire, et l'Europe. L'Europe ne se conçoit pas comme un empire, je ne crois pas qu'elle se vit comme un empire. Elle est donc dans l'ancien monde, par rapport à un nouveau monde qui émerge, tel que vous l'avez brillamment expliqué. De votre point de vue, quelles sont dans ce contexte les forces de l'Europe et ses faiblesses ? La principale faiblesse, c'est de ne pas croire que les Européens ne croient pas en eux-mêmes. L'Europe est une force considérable. 450 millions de personnes dans un marché unique. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est en termes, ne serait-ce qu'en termes commerciaux et en termes de force du marché intérieur, quelque chose de considérable. On n'a jamais utilisé le marché intérieur comme une force extérieure. On a toujours utilisé le marché intérieur comme une nécessité de développement intérieur, ce qui était juste. Mais il faut s'en servir comme une force. Il faut aller au-delà. Bien sûr. Et l'Europe n'a mis du temps à se considérer comme une puissance. Je ne dis pas un empire, comme une puissance. Nous sommes une puissance. Et nous sommes une puissance qui est détestée et par Poutine et par Trump. Moins par les Chinois, pour des tas de raisons. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler. Mais en tout cas détestés. Et nous sommes coincés entre les deux. Et donc, il faut que l'on s'affirme comme tel. Et là, il y a des hésitations.
Et nous n'avons pas le droit d'hésiter, parce que si nous n'affirmons pas notre puissance, eh bien nous allons passer à côté de l'histoire. Et demain, nous serons dépecés ou fragmentés. Et quand je dis demain, c'est dans 5 ans, c'est rapide. Donc c'est l'enjeu du moment qui est compliqué, parce que il y a toujours la crise ukrainienne qui est là. Et qui est d'autant plus là qu'il y a eu les drones en Pologne, qui montrent d'ailleurs les intentions russes, même si c'est une erreur. Enfin, encore que c'est quand même beaucoup, c'est vraiment une grosse erreur de 20 drones. Bon, c'est beaucoup quand même. Ça veut dire que le général qui commande les drones, si c'est une erreur, il va aller en Sibérie. Hein. Mais moi, j'y crois pas à cette erreur-là. Je dis ça parce que il y a la manière dont c'est passé. Je vais vous le dire parce que ça me tient aux tripes. L'accord sur les tarifs en Écosse, c'est une capitulation. Je pense que vous l'avez bien suivi, mais quand même, en plus, sur un territoire qui n'est pas un territoire de l'Union européenne. En plus, dans la symbolique en plus. Mais quand même, on accepte les droits de douane à 15%, mais de toute façon, on n'a pas à les accepter, c'est les États-Unis qui le décident. Mais nous, en échange, on diminue les nôtres. Vous avez perçu ça. On avait des droits de douane pas très élevés, 4%, un truc comme ça, mais on les supprime. Toutes nos contraintes, on les supprime pour laisser les produits américains pénétrer le marché européen. Mais ce n'est pas fini. On va acheter 700 milliards de dollars de produits énergétiques aux États-Unis, en contradiction avec nos objectifs de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique, plus 500 milliards d'investissements de nos entreprises européennes aux États-Unis dans les années qui viennent. Et alors là, la meilleure, quand même, pour ça que je parle d'une capitulation, les 100 milliards issus du traité de la réunion de l'OTAN à La Haye, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à la sortie, les Américains disent on va mettre 100 milliards pour l'Ukraine. Formidable. Sauf que c'est les Européens qui payent les 100 milliards. C'est bien pour l'Ukraine, mais ce n'est pas bien pour les Européens. Et le droit, la commission, comme on dit dans le commerce, ça sera de 10%. C'est-à-dire que vous laissez 10%, vous achetez américain, et vous laissez 10% pour le budget de l'État américain, tout ça dans le même ensemble. C'est une capitulation. Alors, d'autant plus grave que je ne sais pas si Trump va tenir ses engagements, en plus, parce que après, Mélie, c'est bien de ce dont je parle, après l'amende sur Google, 3 milliards, pour abus de position dominante dans les réglementations européennes, il a annoncé qu'il envisageait peut-être de remonter les tarifs qu'il avait laissés à 15%. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle capitulation alors qu'on avait préparé des outils pour riposter, comme d'ailleurs ont fait les Chinois. Hein. Les Chinois ont riposté, l'autre il s'est incliné. Parce qu'on craignait que les Américains nous abandonnent sur l'Ukraine et qu'ils passent un accord avec Poutine. C'était ça le fond de l'histoire. Ça se passe à peu près au même moment. Je suis désolé d'être un peu long là-dessus aussi, mais j'essaie de bien faire comprendre ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas irrémédiable, tout cela. Si on assure une force militaire européenne suffisamment déterminée, ce que je crois est en train plutôt de se passer, et si ensuite les Américains se rendent compte que la politique tarifaire ne correspond pas à l'état des échanges commerciaux mondiaux, ce qui n'est pas encore bien sensible par le gouvernement et les autorités américaines. S'ils sont passés de 30 à 15% pour le tarif à l'égard de l'Europe, c'est pas par bon cœur, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'à 30%, il n'y avait plus de recettes parce qu'il n'y avait plus d'exportation. Et donc, il fallait mettre cette voie-là, parce que cette voie-là, 15%, ça fait des recettes. Les tarifs douaniers, évidemment, ça va dans les caisses de l'État. Et comme il y a une diminution assez considérable des impôts, ça compense.
Il nous reste 13 minutes. Laure Quatrebeu, vous êtes vice-présidente à l'Université de Rennes. Laure. Monsieur le ministre, une question sur les enjeux climatiques qui font partie de l'équation de la bascule du monde. L'Union européenne a affiché une politique ambitieuse. On assiste à un recul au regard du contexte compliqué des entreprises. On peut citer l'allègement des obligations en matière de reporting avec la loi Omnibus. On peut également citer l'annonce très récente de la révision du règlement portant sur l'interdiction des véhicules thermiques. Quel regard portez-vous sur ces reculs et quelle doit être la place de l'Europe autour de ces transitions? Je trouve que l'Europe est à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique. Et je pense que les critiques qui lui sont faites à cet égard sont infondées. Quand je regarde les autres, quand même, on sera à la neutralité climatique, à la neutralité carbone, pardon, en 2050. On en prend le chemin. Alors, certes, il y a eu des modifications que vous venez de faire état dans la loi Omnibus, mais quand même, on s'est tous engagés à l'objectif de réduction à 55% en 2030 ou 2030. Et on a des interrogations sur 2040. Quand même, c'est ça nos objectifs. On va le dire à Belém lors de la 30e réunion des COP. Donc on est à l'avant-garde. La vraie difficulté, elle est chez le voisin, de l'autre côté de l'Atlantique, qui a quitté les objectifs des accords de Paris. Il a rompu. Et les déclarations de Trump, mais qui est suivie par d'autres partenaires, c'est de dire la crise climatique n'existe pas. Même les Chinois ne disent pas ça, puisque les Chinois ont prévu la neutralité carbone, eux, en 2060. Mais ils sont tellement intégrés cette logique-là qu'ils sont aujourd'hui à l'avant-garde des technologies de production d'électricité et d'énergie sobre. À l'avant-garde telle qu'ils nous menacent nous-mêmes, d'ailleurs, sur nos propres qualités. Donc, je combats fortement ceux qui, peut-être par habitude idéologique, passent leur temps à dire l'Europe n'est pas en rendez-vous de la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a certes des modifications qui sont en cours sur l'objectif 2035 sur la voiture thermique. C'est à discuter avec les producteurs automobiles qui devraient prendre leçon sur les producteurs chinois. Et là, il y a un arbitrage à faire qui n'est pas simple. On peut se dire on va atteindre l'objectif plus vite grâce à l'importation de voitures électriques chinoises. Ce n'est pas mon avis. Donc il faut essayer de tenir une ligne de crête qui n'est pas facile à tenir, mais je pense que nous sommes assez exemplaires. Il faut le dire et le répéter, même si j'observe ici ou là quelques formes dites de régression sur un certain nombre de sujets. Moi, j'appelle ça plutôt des adaptations. Ça m'amène à une autre réflexion, votre question et les remarques et la politique américaine. Ce qui nous caractérise globalement dans ce basculement du monde, c'est que la vérité et la contre-vérité ont autant de valeur. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits. Il y a un tel relativisme, à la fois par les manipulations d'opinion volontaires, voire involontaires par les réseaux sociaux, que plus personne n'est considéré comme disant la vérité. Et donc, quand quelqu'un ne dit pas la vérité, on le croit aussi comme si c'était la vérité. Et si je reprenais la phrase de saint Thomas qui disait « je ne crois que ce que je vois », on a inversé « je ne vois que ce que je crois ». C'est l'idéologie qui me dit quelle doit être ma vérité. Donc on est dans une phase qui peut aller vers l'obscurantisme, dans une phase mondiale qui est comme cela. Et il y a beaucoup de gens qui sont à ce rendez-vous du relativisme et de la négation des faits. Donc il faut qu'on rétablisse la science, il faut rétablir la raison. C'est un grand sujet qui nous concerne aussi, nous, Français, dans notre propre hexagone. Les 6 dernières minutes de cette émission spéciale, ce sera votre première et dernière question. Hugues Mély, à Monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian.
J'ai grandi à Strasbourg, bien qu'étant breton d'adoption, plus chauvin pour la Bretagne que bien des Bretons. Donc je ne suis pas eurosceptique, mais quand on lit les rapports Draghi, l'État, et qu'on se les fait commenter par les auteurs et qu'on questionne les auteurs, à quelque part on dit l'Europe n'existe pas, la gouvernance qui a été mise en place et l'appareil technique qui est en place non seulement n'a pas apporté aux États membres de compétitivité particulière dans tout un tas de domaines, mais en plus les a empêchés d'avancer. Ça, c'est le premier élément de la question. Le deuxième élément de la question, c'est qu'on aura bientôt 6 années de Brexit. Bon, voilà, on regarde ça, quel bilan on en tire. Et le troisième élément de la question, c'est ne devrait-on pas s'atteler à faire l'Europe sur un petit nombre de thématiques sur lesquelles elle doit vraiment exister concrètement et de façon efficace. Je ne sais pas, la défense, l'énergie, l'automobile par exemple, qui est un sujet sur lequel la Chine déverse cette capacité d'innovation technologique extraordinaire que vous rappeliez tout à l'heure, quotidiennement sur les États membres, et d'autant plus que c'est plus compliqué aujourd'hui de déverser ça aux États-Unis compte tenu des mesures qui ont été prises par le président Trump. Voilà, donc question un peu combinée. Quel regard doit-on porter sur la réalité de l'Europe et sur la façon avec laquelle on peut rapidement changer pour qu'elle devienne concrète et moins décriée de ce fait? D'abord, je le mets dans un coin, mais il faut quand même le citer au départ. L'Europe s'est dotée, enfin, a pris conscience de sa vulnérabilité stratégique, et il y a un réveil stratégique de l'Europe, et l'Europe est en train d'avancer de manière considérable, je ne rentre pas trop dans les détails, ce serait trop long, sur son autonomie stratégique militaire. Ça met du temps, j'ai cité les Anglais tout à l'heure, ce n'est pas uniquement l'Union européenne, c'est globalement les Européens, dont les Britanniques et dont les Norvégiens, qui ont pris conscience de cette difficulté. Je ne peux pas ne pas évoquer là, quand même, un point crucial. Lorsque les États-Unis ont voté en février dernier et en avril dernier, c'est arrivé 2 fois, à l'Assemblée générale des Nations unies, sur la question ukrainienne, où une délibération indiquait l'agression russe contre l'Ukraine, que personne ne peut contester. Aujourd'hui, les États-Unis ont voté contre. Il y a 180 pays, selon les votes, peu importe, ils étaient 19 à voter contre, avec une congrégation de grands démocrates, le Coréen du Nord, les Russes, les Venezuela, je vais me faire la liste, ni la Chine ni l'Iran. Et là, il y a eu en Europe un vent de panique sur la sécurité. C'est à ce moment-là que le chancelier Merz, qui n'était pas encore chancelier, a fait des déclarations extrêmement fortes. Et c'est à ce moment-là que s'est posée la question, qu'on n'aura pas le temps de regarder ce soir. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se poser la question du nucléaire, entre nous? Rappelez-vous, parce qu'il y a eu une peur. Parce qu'on a vu que les États-Unis étaient quasiment en train de changer d'alliance. Alors après, il est revenu parce qu'il est ce qu'il est, il est imprévisible et parfois irrationnel. Mais je vous dis ça, ça a existé. Et c'est tout à fait essentiel. Sur l'Europe, il faut qu'elle fasse 3 choses, 4 choses. Je parle de l'Union européenne, qu'elle prenne confiance en elle. Ça, c'est notre problème à nous tous. Qu'on prenne conscience que nous sommes une force, qu'on a des atouts considérables dans ce monde-là, que nous sommes finalement une des voies pour éviter que le basculement soit dans l'inconnu. Deuxièmement, rester unis politiquement. Mais ça, dans les critiques de l'Europe, il faudrait dire aux critiques de l'Europe que jusqu'à présent, c'était le cas. Parce qu'il y a eu l'unité des Européens sur le Brexit, il y a eu l'unité des Européens sur l'Ukraine, il y a l'unité des Européens sur la crise du Covid, il y a l'unité des Européens sur la crise énergétique. Bref, c'est pas mal quand même. Victor rouspète tout le temps. Orban, on l'appelle Victor. Mais il finit par céder si on lui met un peu d'argent. Il est comme ça. Bon, il y a des pays comme ça. Mais l'Union a tenu.
Donc, elle est en situation, y compris par rapport à l'événement que j'indiquais tout à l'heure sur le vote américain aux Nations Unies, de pouvoir se solidifier. Le rapport Draghi, comme le rapport Letta, indique la stratégie à suivre. Et je pense qu'il faut suivre ces considérations et ces préconisations. D'abord, renforcer le marché intérieur. Il n'est pas complètement achevé. Il n'est pas achevé dans le domaine de l'énergie, il n'est pas achevé dans le domaine des communications, il n'est pas achevé dans le domaine bancaire. Quand même, 1300 milliards, je crois, vous me direz, vous me corrigez parce que je dis ça un peu de mémoire, 1300 milliards d'épargne des Européens par an. 1300 milliards. 800 milliards d'épargne des Américains par an. Et notre épargne à nous, elle va aux États-Unis pour renforcer le développement des high-tech. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas unifié le marché bancaire et les marchés financiers européens. C'est une urgence. Les trois sujets. Il y aura des réticences, hein. Ça veut dire que si on ne l'a pas fait, qu'il y a des blocages. Mais c'est une des orientations qui a été reprise par Merz et Macron dans une déclaration commune au début du mois de juillet. Il faut aller vers là. Ça, c'est le premier point. Mais deuxièmement, quand je disais il faut que l'Union européenne reste unie politiquement, il faut qu'elle se défende économiquement, ça en fait partie, et il faut qu'elle s'arme militairement, je l'ai déjà dit. Mais pour se défendre économiquement, il faut aussi qu'elle se protège. Elle a les outils pour ça. Il y a des instruments juridiques qui ont été créés. L'instrument anti-coercition, ils ont d'abord été créés en direction de la Chine pour se protéger, mais c'est valable tous azimuts, y compris à l'égard des Américains. Il faut qu'elle se protège par le mécanisme d'ajustement carbone, qui est un point important qu'il faut utiliser pour se protéger quand il y a besoin de se protéger. Ça, c'est un peu difficile à faire comprendre à certains, mais ça va beaucoup mieux que ça n'a été. Donc, je pense que de toute façon, nous n'avons pas le choix. Ou bien nous renforçons l'Union européenne et les partenariats de l'Union européenne avec les autres alliés européens, que sont entre autres le Royaume-Uni et la Norvège dans le domaine militaire, ou bien nous disparaissons. Nous serons disloqués. Les grands empires feront leur course, iront voir l'un ou l'autre pour avoir ici tel ou tel allié, mais l'Europe sortira de l'histoire. C'est ça le sujet. Et alors, on n'est pas très bien placé en ce moment parce que nous sommes quasiment tous en crise, nous les Européens. En France, je ne fais pas de commentaires, parce qu'on a dit qu'on ne parlait pas de politique intérieure, et tant mieux comme ça, mais c'est vrai ailleurs. Le chancelier Merz n'a pas de majorité sûre, et en plus l'Allemagne est en difficulté économique au moins pour l'instant. Je parle de la Pologne, où le Premier ministre Tusk est en difficulté, l'Espagne en difficulté aussi. Bref, on est quand même dans un environnement, les Pays-Bas, dans un environnement extrêmement compliqué, mais c'est la loi de la démocratie. De toute façon, les gouvernements ressortent, et on gardera, je pense, la dynamique européenne, mais il n'y a pas le choix. Franchement, il n'y a pas le choix. On a fait un tour du monde avec vous, Jean-Yves Le Drian. Une dernière question, alors très très rapide, en quelques minutes, et il faudrait du temps, plus d'une heure même pour en parler, mais la Palestine, la France va bientôt reconnaître l'État Palestine. Une question, Benoît Cattel, ce sera la dernière question et réponse rapide malheureusement. Extrêmement frustrant puisqu'on aurait aimé rester une demi-heure, une heure de plus. Donc si vous aviez à conseiller les chefs d'État européens aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur conseilleriez de faire face à cette situation inextricable de cette guerre entre l'Israël et la Palestine? Et faut-il, en fait, la question plus directe, conseilleriez-vous de reconnaître la Palestine? Oui, je le pense depuis très longtemps. Je vais vous faire un aveu personnel. Je suis d'une génération et d'une famille politique qui a pendant longtemps considéré qu'Israël était une référence démocratique, qui était un pays progressiste. Et ma déception est encore plus grande par rapport aux espoirs que j'ai pu vivre à un moment donné de ma propre histoire. C'est plus acceptable
de voir mourir un peuple, qui est le peuple palestinien, sur un espace où on peut envisager deux États se respectant mutuellement. Mais l'hubris de M. Netanyahou est absolument insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable qu'il laisse croire que lorsqu'on le critique, lui, on critique Israël. Quand le président de la République, le nôtre, demande à ce que des aides humanitaires parviennent à la population aux Gazaouis emprisonnés, ils sont emprisonnés. Et quand Netanyahou lui répond qu'il fait le jeu du Hamas, on est où? Et on accepte que des gens, par dizaines de milliers, meurent par l'outil de la faim, qui est une arme condamnée par le droit international, mais lui, il s'assoit dessus. Donc la réponse politique, c'est la reconnaissance des deux États. Et j'espère qu'elle aura lieu. Je constate que la décision, l'initiative prise par le président de la République est suivie par d'autres qu'on n'attendait pas. Le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, qui vont se faire insulter par Netanyahou la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ce sera lundi 22. Nous aussi d'ailleurs. Mais quand même, au nom de quoi? Alors, certes, il y a eu le Hamas, il y a eu ce pogrom qui rappelait la Shoah, complètement inacceptable, qui pouvait permettre un droit de riposte. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, Biden avait fait une déclaration en reconnaissant le droit de riposte, que nous avions aussi reconnu, mais en disant « Attention, ne faites pas comme nous, ne laissez pas la rage vous guider après ». Lui, il pensait Afghanistan, etc., et la manière dont les Américains ont quitté l'Afghanistan. Il avait raison. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de responsables militaires israéliens, il fut un temps. Il y en a un que je connaissais bien, qui a écrit il y a peu de temps, il avait raison. Faisons en sorte qu'il y ait deux États, non pas parce que nous aimons les Palestiniens, mais pour notre propre sécurité et notre propre identité. C'est l'intérêt d'Israël qui est deux États. Sinon, ils vont traîner des générations et des générations de terrorisme et la région du Moyen-Orient sera en permanence dans l'instabilité. Monsieur le ministre Jean-Yves Le Drian, on arrive au terme de cet échange sur ce basculement du monde. En 30 secondes, puis-je avoir un peu votre leçon personnelle, cette leçon que vous avez tirée de votre passage au ministère de la Défense et au ministère des Affaires étrangères? Une leçon tout à fait personnelle. Elle est double, si je réponds aussi vite que ça. Un, que le monde est tragique. Mais deux, que la relation entre les hommes, y compris les hommes politiques, les responsables politiques, est essentielle pour sortir du tragique. Merci beaucoup. On peut vous remercier, Jean-Yves Le Drian. Merci, monsieur le ministre, d'avoir fait, pour cette 10e saison, cette rentrée du Business Club de l'Ouest depuis l'Atrium de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci à mes chroniqueurs du soir. Merci encore pour cet éclairage sur ce basculement du monde. Merci encore à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour le Business Club de l'Ouest. #la réussite est en vous.